Bonjour, alors aujourd'hui on va étudier le système embrayage, frein et réducteur. Alors comme son nom l'indique, il y a trois sous-systèmes. Une partie embrayage qui réalise aussi une fonction de frein, nous allons le voir, et une partie réducteur. Pour la partie embrayage, ça va être grâce au frein magnétique qu'on va retrouver juste ici. Enfin, ça va être grâce à la bobine électromagnétique qui va se situer ici. Ce qui se passe, c'est lorsqu'elle est alimentée, le plateau ici vient en contact avec la partie ici qui est liée cinématiquement à la poulie. Et donc, le mouvement d'entrée de la poulie est transmis par l'intermédiaire d'une clavette ici à l'arbre. Lorsqu'on désalimente cette bobine, eh bien, les ressorts qui sont là vont repousser la partie avec les garnitures au contact du bâti et donc avoir une fonction ici de frein. Ça, c'est la première partie du système. Ensuite, le mouvement de rotation, lorsqu'il est transmis, passe par cet arbre. Et dépendamment de la position du crabeau, soit le crabeau va être à gauche et donc la vitesse de l'arbre de sortie sera égale à la vitesse de l'arbre d'entrée, soit le crabeau va être poussé vers la droite et va donc engrainer avec cet engrenage-là qui va engrainer avec ce pignon, puis avec celui-ci, puis avec celui-ci. Et donc on va avoir ici un réducteur à deux niveaux. Dans cette diapositive, on va faire l'analyse cinématique du système. Alors on va considérer le cas où l'électroaimant est allumé, d'une part, et où le crabeau, donc la pièce 46, est décalé vers la droite. Alors dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc notre pièce d'entrée qui va être la poulie, qui va tourner, et comme l'électroaimant est allumé, eh bien le plateau ici va être attiré vers l'électroaimant ici, et donc on va avoir un engrainement par friction entre ce plateau-là et la poulie d'entrée. Et comme ce plateau-là est lié à l'arbre au travers d'une clavette, et bien l'arbre ici va également tourner. On va donc avoir une seule classe équivalente qui va être entre guillemets l'arbre d'entrée, qui va être constitué donc de la poulie et de l'arbre numéro 12. Cet arbre 12 va réaliser une liaison avec le bâti par l'intermédiaire des deux roulements à billes qu'on a ici. Donc la deuxième classe équivalente, ça serait le bâti du système, mais ici on ne va pas le représenter, il va être constitué de toutes les pièces ici. On ne va pas le représenter simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces. D'ailleurs, pour ces mêmes raisons un petit peu de simplification, les pièces de révolution, donc notamment la poulie et l'arbre, on va en colorier la moitié, mais en fait on sous-entend que c'est l'arbre dans son intégralité qui constitue les pièces de la classe d'équivalence cinématique. Donc ensuite, comme le crabeau ici est placé à droite, eh bien l'arbre qui va tourner va simplement engrainer sur le pignon 27. Et ce pignon 27, comme il est lié à l'arbre, ça va faire une deuxième classe d'équivalence qui va être l'arbre plus le pignon. Cet arbre va lui-même engrainer sur l'arbre de sortie, qui dans ce cas va être constitué donc du crabeau qui va permettre de transférer la force transmise au niveau de l'engrenage par le crabeau au niveau de l'arbre. Et donc l'arbre de sortie ici aura une vitesse différente de l'arbre d'entrée, puisqu'on passe par un train d'engrenage. Lorsque le système est en fonctionnement, la pièce rouge qu'on va appeler l'arbre d'entrée, elle est finalement en liaison pivot avec le bâti. Donc d'abord on va définir le bâti qui va être notre référence, qui va être encastré. Cette liaison, elle se fait au niveau du point O1 qui est au milieu entre les deux roulements. Et donc ça va être une pivot d'axe X. Donc on va définir l'axe X horizontal et l'axe Y verticalement. Et de centre O1. Ensuite, cet arbre, il va être en engrainement avec l'arbre intermédiaire bleu. Et l'arbre intermédiaire bleu, lui, va être également en liaison pivot avec le bâti. Donc au niveau du point O2, encore une fois, entre la cage à aiguille ici et le roulement à billes là.
Finalement, la pièce bleue, donc l'arbre intermédiaire, va être en liaison avec l'arbre de sortie via un engrainement et la pièce verte va être également en liaison pivot avec le bâti au niveau du point O3. Et donc le graphe des liaisons résultant de cette analyse va être celui présenté ici en bas à gauche, sachant que dans ce cas-là, on ne représente pas les mobilités internes qui peuvent exister parce qu'on va considérer les mobilités du système en fonctionnement. C'est-à-dire que typiquement, le fait ici que grâce au ressort, nous puissions, par exemple, dépendamment de si l'électroaimant est alimenté ou pas, donc translater le long de cet axe, le long de l'axe X, eh bien cette mobilité, on ne la prendra pas en compte. On considérera que l'ensemble bougera ensemble et donc il n'y aura pas cette mobilité-là. De la même manière que le crabeau ici, qui peut avoir une liaison, qui est en théorie en liaison glissière avec l'arbre, va être représenté, lié cinématiquement à l'engrainement et donc on ne représentera pas cette mobilité interne. Ça va correspondre finalement à des changements de mode de fonctionnement et ces scénarios, on ne va pas les prendre en compte au même titre qu'on ne va pas prendre en compte par exemple les conditions de montage parce que par exemple entre cette pièce ici et l'arbre, eh bien techniquement il y a une mobilité possible mais qui est annulée par le serrage de la vis. Donc, au même titre qu'on ne va pas les considérer parce qu'on ne va pas considérer entre guillemets la cinématique au moment du montage ou au moment de la maintenance, et bien là dans ce cas-là on va considérer un cas de fonctionnement et toutes les mobilités n'étant pas utiles dans ce fonctionnement ne seront pas représentées sur le schéma cinématique qui nous servira ensuite. Donc finalement, si on transforme ce graphe des liaisons en schéma cinématique, donc on va représenter le bâti ici en noir, donc ça va être toutes les liaisons pivots par rapport aux différents arbres. Ça va être donc avec l'arbre d'entrée ici représenté en rouge, d'un côté la poulie avec la représentation normalisée, de l'autre côté la partie engrainement également avec la représentation normalisée. L'arbre intermédiaire donc avec un grand pignon et un petit pignon en sortie. Et l'arbre de sortie ici en vert en engrainement et en liaison pivot avec le bâti. À ce stade, on a fait l'analyse cinématique du système. On comprend donc mieux comment est-ce qu'il fonctionne sur un mode de fonctionnement. On va maintenant faire l'étude des différentes solutions technologiques du système. Concernant les solutions technologiques d'étanchéité et de lubrification, ce qu'on peut observer, c'est qu'il semble y avoir deux blocs. Le premier bloc, embrayage et frein ici, et un deuxième bloc, réducteur. On voit que la distinction se fait au niveau de l'étanchéité ici du roulement. C'est logique puisque on n'a pas forcément envie que de l'huile passe dans la partie embrayage-frein, puisque si de l'huile venait au niveau des garnitures, eh bien, on aurait du mal à assurer la fonction de freinement ou d'embrayage. Et la deuxième partie qui présente également une lubrification va être au niveau donc de cet arbre ici, de l'arbre d'entrée. Et on voit qu'elle se limite donc sans doute à de la graisse ou de l'huile insérée dans le roulement au moment du montage et retenue prisonnière grâce aux joints d'étanchéité des roulements à ce niveau-là. De l'autre côté, il y a un peu plus d'éléments concernant l'étanchéité. Donc d'abord, c'est ce joint à ce niveau-là qui empêche le lubrifiant contenu dans cette partie d'aller donc dans la deuxième partie. Alors c'est une solution intéressante puisque elle est directement intégrée au roulement à billes. Le problème c'est qu'elle va réduire du coup l'efficacité, disons le rendement de cette liaison mécanique à cause de ce joint. Mais ici c'est une nécessité. Le reste de l'étanchéité est assuré ici à droite par un chapeau qui vient en interférence avec un joint torique qui donc empêche l'huile de sortir par ici, la graisse, et un joint à lèvres ici. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ici un joint torique et ici un joint à lèvres? C'est parce qu'ici il n'y a pas de mouvement relatif entre le chapeau et le bâti, donc une solution d'étanchéité disons statique est appropriée, alors qu'ici le joint va être sur le chapeau fixe au bâti
est en contact avec l'arbre tournant. Et donc, à ce moment-là, il va exister une vitesse circonférentielle au niveau de l'arbre importante. Et donc, la solution la plus adaptée, c'est un joint à lèvres. En termes de lubrifiant utilisé, on peut imaginer ici qu'on aurait de l'huile qui serait par exemple jusqu'à hauteur de l'arbre. Et les différents éléments en tournant viendraient propulser des gouttelettes un peu partout dans le reste du système pour assurer sa lubrification. Alors concernant les liaisons complètes, donc pour rappel, une liaison complète, c'est lorsque deux pièces n'ont plus de mobilité l'une par rapport à l'autre. Donc on va voir comment c'est réalisé technologiquement. Donc la première liaison complète que nous allons voir, c'est celle entre ce chapeau ici et la poulie. Donc on voit qu'elle est réalisée grâce à un appui-plan et un centrage court. À ce stade, encore une mobilité en rotation autour de X est possible. Elle est annulée grâce au frottement dû au serrage des vis, donc entre l'appui-plan ici et l'appui-plan là. La deuxième façon de réaliser une liaison complète est par exemple ici en bout d'arbre d'entrée avec une surface conique qui vient au contact d'une deuxième surface conique. À ce stade, la rotation autour de X est encore possible. Et donc pour l'annuler, on l'annule encore une fois grâce au frottement, grâce à une vis de pression qui va venir emboîter finalement et maintenir par friction ces deux pièces solidaires. La troisième façon de réaliser une liaison complète, c'est par exemple ici avec un centrage long, donc un cylindre dans un cylindre, qui va annuler donc cette translation, la translation vers nous et des rotations autour de cet axe-là, donc l'axe qui vient vers nous également. Les translations dans cette direction-là sont annulées grâce notamment à l'épaulement et sans doute ici un anneau élastique. Et la seule mobilité restante est celle en rotation autour de l'axe X et elle est annulée grâce à la clavette. La dernière façon de réaliser une liaison complète, c'est ici avec un grand appui-plan et des goupilles et des épaulements. L'ensemble de ces solutions permettent d'annuler l'ensemble des mobilités entre les deux pièces. Alors, on va s'intéresser aux liaisons pivots. Dans ce système, on observe des liaisons pivots réalisées grâce uniquement à des solutions à éléments roulants, que ce soit ici des roulements à billes, ici une cage à aiguille, ou là des roulements à rouleau conique. C'est sans doute dû aux vitesses de rotation élevées qui rendent l'utilisation par exemple de paliers lisses inintéressante. Alors on observe deux parties dans le système. Dans ce système-là, on aura une liaison pivot entre ici la poulie et l'arbre dans le cas où on freine, donc il y a comme fonction, disons, comme une fonction de roue libre, donc où il n'y a pas forcément énormément d'efforts puisqu'on ne transmet pas le couple généré, ce qui explique ici des roulements relativement petits, par exemple par rapport à cette liaison-là. Si on compare donc la taille de ces roulements, par exemple à ces roulements-là, on pourrait se dire que finalement, au vu des dimensions des éléments roulants, ces éléments roulants ne sont pas adéquats puisqu'on pense qu'il y aura ici de la charge et un couple résistant puisque ça va être lié au reste du système. Mais en fait, le fait qu'on utilise des roulements à rouleau conique permet d'avoir un contact sur toute une ligne et pas seulement sur un point comme on l'a dans les roulements à billes, et donc d'avoir des charges admissibles plus élevées, ce qui explique que dans une dimension plus compacte, on puisse avoir quelque chose de tout aussi robuste, par exemple, que ces deux roulements à billes. La deuxième chose qu'on observe, c'est ici l'utilisation d'un roulement à billes et là d'une cage à aiguille. Donc c'est sans doute d'abord parce que les charges radiales sont très importantes et peu de charges axiales sont transmises, puisque on est ici sur des engrenages à denture droite, donc des efforts qui sont en théorie purement radiaux. Sans doute que l'utilisation ici d'une cage à aiguille est faite pour des raisons de maintenance, puisqu'on observe ici que la seule façon d'aller changer ces éléments roulants
c'est en fait en passant par ici. Donc, si nous utilisions également un roulement à billes, en fait, nous ne pourrions pas le sortir, ou alors il devra avoir une dimension assez faible, plus faible que celui-là. Pour pouvoir avoir une forte compacité et en même temps résister aux charges radiales, la cage aiguille était la solution la plus adaptée. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre sur ce système? Eh bien, on peut parler peut-être des conditions de montage. On voit ici que la bague intérieure des deux systèmes sont arrêtées en translation, grâce ici à un épaulement, puis une entretoise, puis un anneau élastique. Ici, elle est arrêtée en translation grâce à un épaulement donc, qui est généré avec le contact avec l'autre pièce et un épaulement ici. Et là, elle est laissée libre. Ce qui veut dire qu'on a bien une liaison ici équivalente à une rotule, puisqu'il y a des micro-rotulations possibles dans le roulement et une rotation autour de l'axe X. Et ici, à une sphère cylindre, puisque la translation ici est laissée libre. Donc ici, on a des bonnes conditions de montage. Que peut-on dire d'autre? Eh bien, la charge ici, venant de la poulie, elle sera a priori, donc elle aura a priori une direction fixe par rapport au bâti. On peut donc imaginer que les roulements ici seront fixes, par exemple. Ah oui, ils seront fixes par rapport à la poulie, puisque la poulie tournant, alors que la direction étant fixe, eh bien ça sera cette bague-là qui sera tournante par rapport à la direction de la charge. Donc on sera fixe ici, et donc pour le montage, on montera à la presse le premier roulement jusqu'en butée ici, on insérera l'entretoise, et puis on rentrera le deuxième roulement, également en force, jusqu'au contact avec l'entretoise. Et simplement, ensuite, nous viendrons mettre la poulie autour de l'arbre. Et cela est possible puisqu'ici, nous aurons du glissement possible. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les liaisons pivots. Donc on va modéliser cette liaison pivot. Donc cette liaison pivot, elle est constituée de deux roulements à billes. L'un ici réalisera une liaison rotule par rapport donc, entre l'arbre et le bâti, et celle-ci une liaison sphère-cylindre. Et l'assemblage des deux réaliseront une liaison pivot. Nous allons vouloir maintenant dimensionner ces deux roulements. Pour cela, nous allons voir quels sont les efforts qui s'appliquent à ces deux roulements, ce qui nous permettra déjà d'expliquer en partie pourquoi ce roulement-là est plus grand que ce roulement-là. Ensuite, nous en calculerons la durée de vie. Alors, dans un premier temps, le premier effort qui s'applique au système, c'est l'effort de la courroie sur la poulie. Il va passer donc au travers de la poulie, sur l'arbre, et ça va générer une force proche de nos roulements qui va être ici. Ensuite, on a une deuxième force. Lorsque l'élément se met à attirer la plaque ici, eh bien on va venir en appui sur cette pièce-là et donc transmettre un couple au travers du système, au travers des roulements, jusqu'à l'anneau élastique. Cet anneau élastique, comme il est lié à l'arbre, il va venir tirer sur l'arbre et tirer jusqu'à où? Eh bien jusqu'à un autre élément qui l'empêche de translater, en l'occurrence l'autre anneau élastique situé de l'autre côté. Et donc, comme il va être tiré, ça va transmettre ici l'effort au niveau de la bague intérieure du roulement de droite, et à partir de ce moment-là, être transmis donc le long de transmis ici. Et ça, on va le modéliser par une force qui se situe au bout de l'arbre. Ensuite, le dernier effort qui s'applique, c'est celui lié aux engrenages, donc à denture droite, ou un effort purement radial, qu'on va modéliser au bout de l'arbre par une simple force. Nous avons modélisé les différentes forces qui s'appliquent à notre système, nous avons identifié les liaisons qui étaient réalisées par chacun des roulements, nous allons pouvoir faire un modèle
Donc on va définir les différentes grandeurs du problème. Alors déjà, on a été chercher sur le site de Scheffler les références des deux roulements, donc du roulement 1 et du roulement 2. On va retrouver les grandeurs en bas à droite. À partir de là, on va pouvoir définir déjà les différentes longueurs, donc la longueur A, B et C. Donc égale à 4 mm la demi-largeur du roulement 1 et 3 mm la demi-largeur du roulement 2. Et la distance de 14 mm est obtenue par une règle de 3 par rapport à la longueur donc, A par rapport à la longueur B, sachant qu'on connaît la longueur A maintenant. Pour les dimensions qui nous seront utiles ensuite, il va y avoir le C et le C0, mais qui, eux, nous seront utiles plutôt pour le calcul de la durée de vie. Pour le moment, on va devoir déterminer les différentes inconnues aux liaisons, donc notamment celle FA1 et FR1, qui va être la force radiale sur le roulement 1 et la force axiale sur le roulement 1. Ici, on a deux composantes et pas une, comme sur le roulement 2, puisque le roulement 1 est bloqué de part et d'autre, alors que le roulement 2 a la possibilité de glisser le long de X, comme nous l'avons vu sur le diapo précédent. Au niveau des efforts, donc c'est moi qui vous les donne, l'effort équivalent en A, est égal à 200 newtons, et l'effort équivalent au bout est égal à moins 100 newtons le long de Y et moins 250 newtons le long de X. À partir de là, nous allons pouvoir appliquer le principe fondamental de la statique. Une fois que vous avez posé le principe fondamental de la statique en résultante, donc suivant X et Y, vous trouvez deux équations qui expriment les trois inconnus, donc FA1, FR1 et FR2. Le problème, c'est que vous avez trois inconnus que deux équations. Vous devez avoir une troisième équation. Vous allez prendre donc l'équation du moment autour de Z. Il faut choisir un point d'application. Moi, j'ai choisi de l'appliquer au centre du roulement 1, puisque c'est là où on a le plus d'inconnus. Et donc, on obtient l'équation ci-dessous, donc par rapport au bras de levier, donc qui vont être les longueurs A, B et BC. Et pour le signe, ça va dépendre de si la force fait tourner par rapport au point d'application dans le sens positif ou dans le sens négatif. Donc le sens positif, c'est de X vers Y, et le sens négatif de Y vers X. Si vous faites l'application numérique, donc vous inversez le système pour identifier à chaque fois, pour chaque équation, une inconnue. Donc vous commencerez par l'équation 1, qui est la plus simple, ensuite l'équation 3, et puis finalement, quand vous aurez la valeur de FR2, vous remplacerez dans l'équation 2, et vous serez capable d'obtenir, donc en faisant l'application numérique, les résultats présentés à droite. Je vous donnerai aussi l'Excel sur lequel j'ai fait les calculs, si vous voulez voir exactement la forme qu'on les calcule avant l'application numérique. Voilà. À partir de là, déjà, on identifie pourquoi le roulement 1 est plus gros que le roulement 2, puisque la force radiale 1 est supérieure à la force radiale 2, et en plus, le roulement 1 encaisse une charge axiale, ce qui explique donc pourquoi il a une dimension supérieure. Donc maintenant qu'on a déterminé les différentes forces axiales et radiales pour nos roulements, on va pouvoir calculer leur durée de vie, voir si le dimensionnement était approprié. Pour le premier roulement, nous allons calculer, comme la méthodologie le demande, le rapport de la force axiale divisée par la charge statique, qui nous est donné par rapport aux données du roulement. On trouve un rapport qui est égal à 0,13, ce qui correspond donc à la ligne entourée en rouge dans le tableau, pour un E égal à 0,31. Ce va nous servir à évaluer si la charge axiale est négligeable ou pas devant la charge radiale. Pour cela, nous allons calculer le rapport FA sur FR, et nous trouvons qu'il est égal à 0,69, donc supérieur à 0,31. Ce qui signifie qu'on ne peut pas négliger la force axiale, et pour calculer la charge équivalente, on utilisera donc les coefficients X et Y, donc X égale à 0,58 et Y égale à 1,4. À partir de là, nous allons pouvoir calculer la charge équivalente avec la formule représentée dans le diagramme à gauche, et nous trouvons 500,61. Cette charge nous sert ensuite à calculer l'EL10H, sachant que l'exposant est égal à 3 dans la formule CP puissance n, ou Q, peu importe. Et donc nous trouvons, donc ça dû au fait que ce soit un roulement à billes et pas un roulement à rouleau cylindrique.
Et donc nous trouvons une durée de vie de 842 millions de tours. Pour le roulement 2, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas de force axiale. Nous pouvons directement calculer la charge équivalente qui est égale à la force radiale. Et donc à partir de là, calculer la durée de vie qui est là très supérieure. Ce qui, encore une fois, valide le fait qu'on ait choisi un roulement beaucoup plus petit. Voilà, donc nous avons mené jusqu'à présent la méthodologie d'abord d'analyse des systèmes, de sa cinématique, de son fonctionnement généralement, les différentes solutions technologiques qui peuvent être mises en place, que ce soit pour l'étanchéité, que ce soit pour donc la lubrification, les liaisons complètes ou les liaisons pivots, et des validations de dimensionnement. Cette validation aurait pu aussi porter, par exemple, soit sur des trains d'engrenage, soit sur des pales lisses, comme nous les avons vus dans le cours. Plus généralement, si on vous donne les informations nécessaires, vous devez les informations nécessaires et les méthodologies pour mener à bien un calcul, vous devez être capable de le faire et y apporter un regard critique, comme nous venons de le faire en comparant les deux roulements.